Le 16 juillet 2026, une annonce attribuée au pouvoir burkinabé transforme brutalement le débat religieux en enjeu de sécurité nationale. Selon le récit fourni, près d'1 millier de jeunes partis étudier le droit islamique à l'étranger seraient sommés de rentrer, sous peine de perdre leur passeport et leur nationalité. Pour Ibrahim Traoré, la menace ne se limiterait plus aux armes, elle passerait aussi par les idées, les institutions religieuses et les influences étrangères. Mais jusqu'où un État peut-il aller pour se protéger sans fragiliser les libertés qu'il prétend défendre? C'est là que commence le véritable affrontement. Cette fois, l'enjeu ne se résume pas à une polémique religieuse. Selon le récit fourni, le pouvoir burkinabé présente ses décisions comme une réponse directe à une guerre qui se joue à la fois sur le terrain militaire et dans les réseaux d'influence idéologique. Comprendre cette logique permet de voir pourquoi les autorités relient formation religieuse à l'étranger, prédication politique, financement venu de l'extérieur et sécurité nationale. Ce lien est au cœur du débat. Car si l'on ne regarde que les fermetures de mosquées, les arrestations ou le rappel des étudiants, on risque de manquer la logique que le gouvernement dit poursuivre. À l'inverse, ignorer les inquiétudes sur les libertés religieuses et civiques donnerait une lecture tout aussi incomplète. La question centrale est donc double. Quelles menaces l'État affirme-t-il vouloir neutraliser? Et quel prix institutionnel accepte-t-il de payer pour y parvenir? C'est précisément dans cette tension que se joue la suite du récit, entre sécurité, souveraineté, religion et pouvoir. Le premier élément décisif apparaît le 16 juillet 2026, lorsque le récit situe Ibrahim Traoré à Yagda, dans le nord du Burkina Faso, au cœur d'une région durement touchée par l'insurrection djihadiste. Ce jour-là, selon la source, le pouvoir aurait décidé de rappeler près de 1000 jeunes burkinabés partis étudier le droit islamique en Arabie saoudite et dans d'autres pays arabes, avec l'idée que certains circuits de formation religieuse pourraient aussi devenir des vecteurs d'influence étrangère. Le chiffre est lourd. Près de 1000 étudiants sont concernés par cette décision rapportée. Ce nombre sert, dans le récit, à montrer que les autorités ne décrivent pas un phénomène marginal, mais un réseau suffisamment vaste pour être présenté comme un enjeu national. La source affirme que ces étudiants auraient été formés dans des institutions financées par des gouvernements étrangers et exposés à des idéologies ne correspondant pas nécessairement aux priorités sécuritaires du Burkina Faso. Le contexte donné est celui d'une guerre prolongée contre des groupes djihadistes. Le narrateur soutient que, dans des camps repris par l'armée, des textes religieux, des exemplaires du Coran et des brochures auraient été retrouvés aux côtés des combattants. À partir de là, le récit établit un lien entre radicalisation, enseignement religieux à l'étranger et retour potentiel d'influences idéologiques jugées dangereuses. Il précise cependant qu'Ibrahim Traoré ne présenterait pas tous les étudiants comme des terroristes. L'argument avancé vise plutôt le système de formation et les réseaux qui les entourent. Les premiers concernés sont donc ces jeunes étudiants et leurs familles, mais aussi les communautés musulmanes du pays, désormais placées au centre d'un débat où religion, souveraineté et sécurité se superposent. Le point de rupture est clair. La lutte contre l'insurrection n'est plus décrite seulement comme une opération militaire. Elle devient aussi, dans ce récit, une bataille pour le contrôle des idées. À ce stade du récit, Ibrahim Traoré devient le véritable personnage guide, non parce qu'il détient toutes les réponses, mais parce que chaque décision décrite passe par sa lecture de la menace. Le pouvoir qu'il incarne affirme que la sécurité du Burkina Faso ne dépend plus seulement des opérations militaires, mais aussi de la capacité de l'État à surveiller les réseaux religieux, les financements étrangers et les discours susceptibles d'affaiblir l'autorité publique. Un premier épisode illustre cette logique. Selon la source, l'imam Dr. Muhammad Ishaq Kindo aurait été arrêté après avoir dénoncé un projet de loi destiné à encadrer certaines pratiques religieuses, notamment la déclaration des financements étrangers et l'usage politique des lieux de culte. 2 jours plus tard, la principale mosquée sunnite de Ouagadougou aurait été fermée pour une durée indéterminée. Dans le récit, cette séquence est présentée comme la preuve que le pouvoir considère désormais certains espaces religieux comme des points possibles de mobilisation politique. Un second épisode renforce cette impression. Après des manifestations liées à cette affaire, près d'une centaine de personnes auraient été interpellées puis envoyées dans ce que les autorités décrivent comme une formation civique et citoyenne. La source oppose alors 2 interprétations. Pour les critiques, ces mesures relèvent de la répression. Pour le pouvoir, elles répondent à un risque de déstabilisation intérieure. L'impact apparaît donc très tôt. Les responsables religieux,
Les fidèles et les institutions financées depuis l'étranger comprennent que l'État veut redéfinir les limites du religieux dans l'espace public. À partir de ce moment, la question n'est plus seulement qui prêche, mais jusqu'où l'État peut contrôler la prédication au nom de la sécurité. Le basculement commence par une série de décisions présentées comme liées entre elles. D'abord, le pouvoir burkinabé s'intéresse aux étudiants partis suivre des formations religieuses à l'étranger. Selon le récit, Ibrahim Traoré considère que certains de ces parcours peuvent exposer de jeunes burkinabés à des influences idéologiques qui ne correspondent pas aux priorités du pays. Puis vient l'annonce attribuée au 16 juillet 2026. Près d'1 millier d'étudiants seraient appelés à rentrer. Le message est présenté comme ferme. Le retour ne serait plus une simple recommandation. Il deviendrait une exigence politique. Quelques semaines plus tôt, une autre séquence aurait déjà préparé le terrain. Le 28 mai 2026, le gouverneur de Ouagadougou, Abdoulaye Bassinga, aurait signé un décret ordonnant la fermeture pour une durée indéterminée de la principale mosquée sunnite de la capitale. 2 jours auparavant, l'imam Dr Mohamed Ishaq Kindo aurait été arrêté. Le récit précise que son arrestation ne serait pas liée à sa foi, mais à son opposition publique à un projet de loi destiné à encadrer certaines pratiques religieuses. Ce projet prévoirait notamment la déclaration des financements étrangers et des restrictions contre l'utilisation des mosquées à des fins politiques. La tension monte rapidement. Kindo aurait dénoncé ce texte. Il aurait mobilisé ses partisans. Des manifestations auraient suivi, puis les arrestations. Selon la source, près d'une centaine de personnes auraient été détenues et transférées vers ce que les autorités présentent comme une formation civique et citoyenne. Pour les critiques, cette réponse ressemble à une répression. Pour le pouvoir, elle s'inscrit dans une logique de maintien de l'ordre et de défense de l'État. 2 lectures s'affrontent désormais frontalement. Mais la séquence ne s'arrête pas là. Le récit élargit ensuite le champ de la confrontation aux organisations non gouvernementales. En avril 2026, le gouvernement aurait dissous 118 ONG et suspendu plus de 350 autres. La justification avancée est encore la même, limiter des réseaux étrangers que le pouvoir soupçonne de servir, volontairement ou non, des intérêts contraires à la souveraineté du Burkina Faso. À partir de là, l'affrontement dépasse le seul terrain religieux. Il touche aussi la société civile, les financements extérieurs et les structures capables d'influencer l'opinion publique. Le rythme change alors. Les mesures se succèdent. Étudiants rappelés, imams arrêtés, mosquées fermées, manifestants détenus, ONG dissoutes ou suspendues. Chaque décision ajoute une couche à une stratégie que le récit présente comme cohérente. Empêcher que la guerre contre les groupes djihadistes soit perdue sur le terrain des idées après avoir été combattue sur le terrain militaire. Le contre-coup est immédiat. Des critiques parlent de restriction des libertés, de dérive autoritaire et de persécution religieuse. Le pouvoir, lui, présente ces mêmes décisions comme des actes de survie nationale. La polarisation s'accentue, tandis que chaque nouvelle mesure rend le compromis plus difficile. Rien ne revient à la normale, car le débat a changé de nature. Il ne porte plus seulement sur la sécurité ou sur la religion prise séparément. Il porte désormais sur la frontière entre les deux et sur le pouvoir que l'État estime nécessaire pour la contrôler. À ce stade, le récit quitte le terrain des impressions pour entrer dans celui des chiffres. L'objectif n'est plus seulement de comprendre ce que le pouvoir affirme vouloir combattre, mais de mesurer l'ampleur des décisions présentées comme nécessaires. 3 nombres structurent cette séquence. Près de 1000 étudiants rappelés, près d'une centaine de personnes détenues après les manifestations, puis 118 ONG dissoutes et plus de 350 autres suspendues, pris ensemble. Ils donnent au récit une dimension beaucoup plus large. Premier chiffre, près de 1000 étudiants burkinabés seraient concernés par le rappel décidé par les autorités. Selon la source, ces jeunes étudiaient le droit islamique en Arabie saoudite et dans d'autres pays arabes. Ce nombre indique que le pouvoir ne décrit pas un phénomène marginal. Il présente au contraire ces parcours de formation comme un réseau suffisamment vaste pour justifier une intervention directe de l'État. Ibrahim Traoré inscrit ainsi la question religieuse dans une logique de souveraineté et de contrôle des influences étrangères. Deuxième chiffre, près d'une centaine de personnes auraient été détenues après les mobilisations liées à l'arrestation de l'imam Dr Mohamed Ishaq Kindo et au projet de réglementation des pratiques religieuses. La source explique que ces personnes auraient ensuite été transférées vers une formation civique et citoyenne. Ce nombre montre que le conflit ne reste pas limité aux dirigeants religieux.
Il touche aussi des fidèles, des manifestants et, plus largement, une partie de la population mobilisée autour de la place de la religion dans l'espace public. Troisième série de chiffres, 118 ONG auraient été dissoutes en avril 2026 et plus de 350 autres suspendues. C'est le volume le plus large cité dans le récit. Il élargit le champ bien au-delà des mosquées ou des étudiants. Le pouvoir y inclut désormais les organisations de la société civile recevant des financements étrangers ou susceptibles, selon la narration, de servir des intérêts extérieurs. Le message devient alors plus net. La stratégie présentée ne vise pas un seul secteur, mais plusieurs canaux d'influence à la fois. Ces chiffres ne prouvent pas, à eux seuls, les liens que le narrateur établit entre formation religieuse, influence étrangère, opposition politique et insurrection djihadiste. La source les utilise cependant comme des marqueurs de taille et d'intensité. Près de 1000 étudiants suggèrent une action de grande échelle. Près de 100 détenus montrent une confrontation déjà visible dans la rue. Plus de 468 ONG dissoutes ou suspendues signalent une restructuration profonde de l'espace civique. Si l'on additionne les deux catégories rapportées, la portée humaine est également importante. Derrière chaque nombre se trouvent des étudiants contraints de revoir leur avenir, des familles confrontées à l'incertitude, des croyants placés dans un climat de méfiance et des organisations dont les activités peuvent être interrompues. C'est ici que le récit prend son poids réel. Les décisions ne restent pas abstraites. Elles modifient des trajectoires individuelles et collectives. Au total, les chiffres donnent une impression de mouvement massif et rapide. Ils montrent surtout comment le pouvoir présenté par la source cherche à agir simultanément sur plusieurs fronts, religieux, politiques, associatifs et sécuritaires. C'est cette combinaison qui transforme une série de décisions séparées en stratégie d'État. Du moins dans la logique du récit fourni, il existe pourtant une objection sérieuse à toute la stratégie décrite jusqu'ici. La première critique affirme que l'État risque de confondre sécurité nationale et contrôle politique de la religion. Fermer une mosquée, arrêter un imam, rappeler des étudiants et restreindre des organisations civiles peuvent être interprétés comme des mesures qui réduisent l'espace des libertés religieuses et civiques. Dans cette lecture, le danger serait de créer un précédent où toute opposition exprimée depuis un lieu religieux pourrait être assimilée à une menace contre l'État. Cet argument est solide, car le récit lui-même reconnaît l'existence de réactions accusant le pouvoir de dictature, de persécution ou de dérive autoritaire. Mais la source présente aussi la justification opposée. Selon elle, le projet de loi contesté visait notamment à déclarer les financements étrangers et à empêcher l'utilisation des mosquées comme plateforme politique. Le pouvoir affirme donc qu'il ne cherche pas à interdire l'islam, mais à limiter des réseaux qu'il considère comme vulnérables aux influences extérieures et à la radicalisation. Une deuxième objection porte sur le lien établi entre formation religieuse et extrémisme. Étudier le droit islamique à l'étranger ne prouve pas qu'un étudiant deviendra radical, et retrouver des textes religieux dans un camp djihadiste ne suffit pas, en soi, à démontrer qu'une université étrangère produit des combattants. La source elle-même précise qu'Ibrahim Traoré ne présenterait pas tous les étudiants concernés comme des terroristes. Le point défendu par le pouvoir est différent. Il affirme que le système de formation, les réseaux de financement et certains contenus idéologiques peuvent constituer des canaux d'influence susceptibles d'être exploités. C'est ici que la tension devient réelle. Les critiques peuvent raisonnablement demander des preuves plus précises avant d'accepter des mesures aussi larges. Les autorités, de leur côté, soutiennent qu'attendre une preuve parfaite dans un contexte d'insurrection pourrait laisser ces réseaux se renforcer. Lorsque les deux positions sont placées côte à côte, aucune ne peut être réduite à une caricature. Le débat oppose deux risques: laisser se développer des influences que l'État juge dangereuses ou combattre ces influences au prix d'un recul des libertés. C'est précisément cette frontière qui déterminera comment ces décisions seront jugées. La bataille change soudain de terrain. Jusqu'ici, le récit pouvait sembler centré sur des décisions administratives, des arrestations et des restrictions imposées à certaines institutions. Mais le point de bascule apparaît lorsque Ibrahim Traoré présente lui-même la lutte comme une confrontation idéologique. Dans cette logique, les groupes djihadistes ne seraient pas seulement alimentés par des armes, des combattants ou des réseaux clandestins, ils seraient également nourris par des idées, des discours et des influences capables de circuler à travers les institutions religieuses. Cette lecture modifie profondément le sens des mesures décrites auparavant. Le rappel des étudiants, la surveillance des financements étrangers, l'encadrement de la prédication et la fermeture d'une mosquée ne sont plus présentés comme des décisions séparées.
Ils deviennent les éléments d'une même stratégie visant à contrôler ce que le pouvoir considère comme les canaux idéologiques de l'insurrection. C'est aussi à ce moment que le risque politique grandit, car combattre une organisation armée est une chose, déterminer quelles idées deviennent suffisamment dangereuses pour justifier une intervention de l'État en est une autre. À partir d'ici, la véritable question n'est donc plus seulement de savoir comment gagner la guerre, elle devient qui décidera où se situe la frontière entre croyances, influence et menaces? À partir de ce point, les conséquences ne restent plus confinées aux déclarations politiques ou aux débats religieux. Elles touchent directement le fonctionnement de l'État, les organisations, les citoyens et les relations du Burkina Faso avec l'extérieur. La stratégie attribuée à Ibrahim Traoré commence donc à produire des effets concrets sur plusieurs niveaux à la fois. Pour l'État, le premier enjeu est celui du contrôle. En renforçant la surveillance des institutions religieuses, des financements étrangers et des organisations civiles, les autorités cherchent à reprendre la maîtrise d'espaces qu'elles considèrent comme vulnérables aux influences extérieures. Mais cette stratégie augmente aussi la responsabilité du pouvoir. Plus l'État intervient, plus il doit justifier ses décisions, distinguer clairement menaces réelles et opposition politique, et préserver sa légitimité auprès d'une population déjà exposée à l'insécurité. Chaque mesure peut donc renforcer l'autorité publique, mais aussi accroître la méfiance si elle est perçue comme excessive. Les organisations sont également directement touchées. La dissolution de 118 ONG et la suspension de plus de 350 autres signifient que des structures actives dans la société civile peuvent voir leurs activités interrompues. Le récit ne fournit pas de données détaillées sur leur secteur, leur budget ou leurs employés. Il permet cependant de constater que l'action gouvernementale dépasse largement le seul domaine religieux. Pour les institutions dépendantes de financements étrangers, l'environnement devient plus incertain, car leur fonctionnement peut désormais être examiné sous l'angle de la souveraineté et de la sécurité nationale. Pour les citoyens, l'impact est plus immédiat. Près d'1 millier d'étudiants seraient confrontés à la possibilité de devoir interrompre leur formation à l'étranger et rentrer au pays. Leurs familles doivent composer avec cette incertitude. Des fidèles peuvent également se demander si leurs lieux de culte ou leurs responsables religieux seront concernés par de nouvelles mesures. Les personnes détenues après les manifestations incarnent une autre conséquence lorsque la confrontation entre religion, politique et sécurité descend dans la rue. Ce sont les individus ordinaires qui se retrouvent en première ligne. À l'échelle régionale et internationale, le message envoyé est tout aussi fort. Le Burkina Faso, présenté dans ce récit, veut réduire les influences étrangères qu'il considère comme potentiellement déstabilisatrices, qu'elles passent par des financements, des institutions religieuses ou des organisations civiles. Cette orientation peut modifier les relations avec les pays et les acteurs étrangers concernés, tout en renforçant l'image d'un État déterminé à définir lui-même les règles de son espace politique et religieux. Mais cette souveraineté revendiquée possède un coût potentiel. Plus le contrôle se durcit, plus la frontière entre protection nationale et restriction des libertés devient difficile à tracer. C'est là que se situe désormais le véritable enjeu. Les conséquences ne touchent plus un seul groupe. Elles traversent l'État, les institutions, les familles et les relations extérieures, jusqu'à rendre impossible l'idée que quelqu'un puisse rester totalement en dehors de cette confrontation. À partir des éléments présentés dans le récit, 3 trajectoires peuvent être envisagées sans prétendre prédire laquelle se réalisera. La première est celle d'une continuité contrôlée. Dans ce scénario, le gouvernement poursuit la surveillance des financements étrangers, maintient un encadrement strict de certaines institutions religieuses et continue de rappeler que la sécurité nationale doit primer sur les influences considérées comme dangereuses. Les tensions restent présentes, mais elles ne débouchent pas nécessairement sur une rupture totale entre l'État et les communautés concernées. Le pays avance alors dans un équilibre fragile, où chaque nouvelle décision doit être justifiée pour éviter que la lutte contre l'extrémisme ne soit perçue comme une lutte contre la religion elle-même. Un scénario plus favorable serait celui d'une stabilisation progressive. Si les autorités parviennent à distinguer clairement les pratiques religieuses ordinaires des réseaux réellement liés à la radicalisation, elles pourraient réduire les tensions tout en conservant leurs objectifs sécuritaires. Les étudiants rappelés pourraient être réintégrés dans un cadre mieux contrôlé, tandis que les institutions religieuses continueraient de leurs activités sous des règles plus transparentes concernant les financements et la prédication politique. Dans cette hypothèse,
Ibrahim Traoré pourrait présenter sa stratégie comme la preuve qu'un État peut renforcer sa souveraineté sans rompre avec une partie importante de sa population. Mais un troisième scénario serait beaucoup plus difficile. Si les mesures deviennent plus larges, si les arrestations se multiplient ou si les autorités sont incapables de démontrer clairement pourquoi certaines personnes et institutions sont ciblées, la méfiance pourrait s'approfondir. Les communautés religieuses pourraient alors considérer la politique sécuritaire comme une restriction générale de leur liberté. Les organisations civiles pourraient, elles aussi, voir chaque contrôle comme une menace contre leur existence. Dans ce cas, une stratégie conçue pour réduire l'influence de l'extrémisme risquerait de produire davantage de confrontations politiques et sociales. Le récit fourni ne permet pas de savoir laquelle de ces trajectoires prévaudra. Il montre seulement que les décisions déjà décrites ouvrent plusieurs chemins possibles. Tout dépendra de la manière dont elles seront appliquées. Expliquées et limitées. La question essentielle n'est donc pas de deviner l'avenir, elle est de comprendre qu'à partir de maintenant, chaque mesure prise au nom de la sécurité peut soit renforcer la confiance dans l'État, soit élargir encore la fracture qu'il cherche précisément à contenir. Après avoir observé les décisions du pouvoir, les réactions religieuses et les scénarios possibles, une question devient inévitable. Qu'est-ce que cette histoire signifie pour celui qui la regarde? Même loin du Burkina Faso, elle oblige à réfléchir à la manière dont un État peut répondre à l'extrémisme sans effacer la frontière entre sécurité, religion et liberté. Pour ceux qui suivent déjà de près les évolutions politiques du Sahel, l'avantage est d'avoir davantage de contexte. Mais cet avantage exige aussi de la prudence. Il faut distinguer ce que la source affirme, ce que le gouvernement présente comme une menace et ce qui relève encore de l'interprétation. Dans un récit aussi polarisé, comprendre les différences entre faits rapportés, justifications officielles et accusations politiques devient essentiel. Pour ceux qui sont touchés plus indirectement, notamment par les conséquences régionales, les relations internationales ou les débats sur la souveraineté. Cette affaire rappelle qu'une crise sécuritaire peut rapidement modifier beaucoup plus que le champ militaire. Elle peut transformer les règles appliquées aux organisations civiles, aux financements étrangers, aux institutions religieuses et aux citoyens ordinaires. Suivre ces évolutions permet donc de comprendre comment une politique de sécurité peut progressivement remodeler l'ensemble d'un espace public. Enfin, ceux qui pensent que cette question ne les concerne pas peuvent retenir une leçon plus générale. Lorsqu'un gouvernement affirme devoir choisir entre liberté et survie nationale, les décisions prises au nom de l'urgence peuvent avoir des effets durables. Ibrahim Traoré est présenté dans ce récit comme un dirigeant convaincu que la bataille se joue aussi sur le terrain idéologique. Mais la manière dont cette bataille sera définie reste déterminante. Quel que soit le regard porté sur ces décisions, comprendre les arguments des deux côtés permet au moins d'éviter les conclusions trop rapides. Dans une situation aussi sensible, rester attentif aux faits rapportés, aux limites des preuves et aux conséquences concrètes demeure la meilleure manière de ne pas subir le récit sans l'examiner. À ce stade, une conclusion s'impose. Une stratégie de sécurité ne peut pas reposer uniquement sur des interdictions ou des arrestations. Si le pouvoir veut convaincre qu'il protège l'État plutôt qu'il ne combat la religion, il doit transformer ses décisions en cadres clairs et compréhensibles. Première étape, l'État doit préciser les règles appliquées aux institutions religieuses. Les financements étrangers devraient être déclarés de manière transparente, les critères de contrôle rendus publics et les sanctions liées à des comportements clairement définis. Le succès se mesurerait à la capacité de distinguer activités religieuses légitimes et influences considérées comme dangereuses. Deuxième étape, les institutions religieuses et les organisations concernées doivent pouvoir fonctionner dans un cadre connu à l'avance. Les responsables religieux devraient savoir quelles pratiques sont autorisées, lesquelles peuvent être considérées comme politiques et quelles procédures existent en cas de contestation. L'objectif serait de réduire les zones grises qui alimentent méfiance et confrontation. Troisième étape, les citoyens et les communautés doivent être intégrés au processus. Les étudiants rappelés de l'étranger, les familles concernées et les fidèles touchés par les nouvelles règles ont besoin d'informations précises sur leurs droits, leurs obligations et les voies de recours. Une amélioration pourrait être mesurée par une meilleure compréhension des règles et une diminution des conflits autour de leur application. Enfin, une coopération régionale ou internationale peut rester possible, à condition que le Burkina Faso définisse lui-même les limites qu'il juge compatibles avec sa souveraineté. Ibrahim Traoré présente la lutte comme une bataille aussi idéologique que militaire. Cette logique ne pourra être durable que si elle repose sur des règles cohérentes.
Au bout du compte, la solution ne dépend pas seulement de la fermeté, elle dépend aussi de la manière dont les décisions sont appliquées, expliquées et contrôlées. Une politique devient crédible lorsque ses résultats peuvent être observés sans que ses principes changent selon les circonstances. Au début, tout semblait se résumer à une série de décisions dures. Rappeler des étudiants, fermer une mosquée, arrêter un imam, contrôler des financements et suspendre des organisations. Mais en revenant maintenant à ce parcours, le véritable fil conducteur apparaît plus clairement. La peur de voir une menace militaire se transformer en bataille idéologique au cœur même de la société. Depuis les premières mesures jusqu'au débat sur les libertés, chaque étape a déplacé la frontière entre protection et contrôle. Le récit a montré un État qui veut reprendre l'initiative, des institutions religieuses placées sous pression, des citoyens pris entre sécurité et inquiétude, et un pays obligé de redéfinir ce qu'il considère comme une influence acceptable. Pour Ibrahim Traoré, cette confrontation est présentée comme une question de survie nationale. Mais pour ceux qui observent ces choix, une autre question demeure. Comment défendre un pays sans affaiblir ce qui donne aussi sa valeur à la nation, sa cohésion, ses libertés et la confiance de sa population? C'est là que cette histoire dépasse les mosquées, les ONG ou les frontières, elle devient une histoire de choix, de responsabilité et de pouvoir. Protéger la nation ne suffit pas, il faut aussi préserver ce qui l'unit. Cette histoire montre à quel point les choix d'un État peuvent devenir complexes lorsque la sécurité nationale, la religion et les libertés publiques se retrouvent au même endroit. Chaque personne peut avoir une lecture différente des décisions prises par Ibrahim Traoré et par les autorités burkinabais. Mais comprendre les arguments de chaque côté reste essentiel pour construire un débat plus éclairé. Si ce récit vous a permis de voir cette situation sous un angle différent, il peut aussi ouvrir une réflexion plus large sur les défis auxquels font face de nombreux pays confrontés à l'extrémisme et aux influences extérieures. Les réponses apportées aujourd'hui peuvent définir la société de demain. La question demeure donc ouverte, jusqu'où un État peut-il aller pour protéger sa population tout en préservant la confiance et les libertés de ses citoyens? C'est à travers des échanges calmes, des analyses précises et une volonté de comprendre les différentes perspectives que les sociétés peuvent avancer face aux crises les plus difficiles.